Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'IA, d'intelligence artificielle, et d'impact, bien sûr, dans le travail de tous les jours, quand on a une fonction au bureau. Et je vais commencer par cette question qui inquiète un peu tout le monde. Est-ce que l'IA va vous remplacer? Et la réponse est bien sûr que non, et je vais vous apporter des éléments de réponse. Alors, est-ce que vous savez qui c'est lui? Il n'y a pas d'indice. D'ailleurs, cette image a été, évidemment, comme toutes les images de cette conférence, a été générée par intelligence artificielle, donc peut-être que le visage n'est pas exactement celui de ce monsieur. Antoine Lavoisier, avec sa célèbre citation « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Alors, quand il y a une rupture technologique, une innovation technologique majeure, il y a toujours plutôt ça qui se fait. Beaucoup de choses se détruisent, beaucoup de choses se perdent, beaucoup de choses se créent et énormément de choses se transforment. Et c'est pas nouveau. Au XVIIIe siècle, machine à vapeur arrive, crainte de chômage massif. Et qu'est-ce que ça a fait en réalité? Ça a créé de nouveaux emplois, ça en a écrasé beaucoup, mais ça en a créé beaucoup aussi. Et évidemment, derrière toute innovation technologique, bien souvent se crée une amélioration de la qualité de vie ou de la qualité de vie au travail. 19e siècle, l'électricité, crainte massive de l'automatisation. La machine va tout faire pour moi, à ma place. Évidemment, destruction d'emplois, création de nouveaux emplois, et évidemment, ça ouvre la porte à tout ce qu'on connaît aujourd'hui, l'ingénierie et les nouvelles technologies. Les années 80, l'ordinateur personnel, les secrétaires, dactylographes, la machine va tout faire pour moi. Ça a généré quoi? De nouveaux emplois dans le développement informatique, la production de logiciels. Les années 90, avec Internet, les librairies, la poste, bref, quasiment tout le monde a eu peur de ça. Une partie de la population d'ailleurs en a ri. Et aujourd'hui, c'est dans le monde dans lequel on vit, l'e-commerce, tous les métiers dans la cybersécurité, dans le logiciel, dans les télécoms, bref, vous connaissez. Oui, mais là, c'est différent. C'est de l'intelligence. Vous savez qui c'est lui? Marvin Minsky. C'est le cofondateur du laboratoire d'intelligence artificielle au MIT et c'est surtout l'un des pionniers sur ces deux technologies qui se croisent, qui est l'apprentissage automatique et les réseaux de neurones, c'est-à-dire la base de l'intelligence artificielle qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, pour la petite histoire, il avait créé cette boîte, la Ultimate Machine ou la Leave Me Alone Machine. Cette boîte-là, c'est quoi? Vous appuyez sur le bouton et automatiquement, la machine ferme la boîte. Elle est totalement inutile, cette machine. Ce Marvin Minsky, en fait, était assez drôle, il aimait bien les blagues. Donc, c'est une petite blague un peu intellectuelle qui représente le fait que parfois, on invente des technologies qui ne servent à rien. Mais derrière ça, il y a aussi peut-être la représentation, sa représentation sur quelque chose qui nous inquiète. Est-ce que la machine pourrait, lorsqu'on lui demande quelque chose, faire le contraire? J'ouvre la boîte, elle le ferme. Elle choisit elle-même de faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'un réseau de neurones? Un réseau de neurones, c'est tout simplement un programme informatique qui tente de simuler les connexions neuronales du cerveau humain. L'apprentissage automatique, c'est quoi? C'est le fait de fournir une quantité de données de type image, texte, audio, vidéo, bref, n'importe quel type de données. On le transmet à ce réseau de neurones. De cette base de données, on va coacher, on va dire oui c'est bien, non c'est pas bien, pour qu'à la fin, lorsqu'on pose une question, le résultat soit la réponse de l'intelligence artificielle. Au fond,
L'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que les méthodologies d'apprentissage classiques. Lorsque j'ai une fille de 3 ans, je lui montre tous les jours un livre. Par exemple, quand c'est un livre avec des animaux, je lui montre la photo d'un lion. Et je lui dis, ça c'est un lion. Le lendemain, je lui montre la photo d'un lion. Je lui dis, ça c'est un lion. La répétition. Le 3e jour, je vais lui montrer la photo d'un lion. Si elle me dit, c'est une girafe, je dis non, erreur, c'est un lion. Et à force de répétition, lorsqu'elle verra un lion, elle dira, c'est un lion. C'est comme ça que ça fonctionne, l'apprentissage, et c'est comme ça que fonctionne l'apprentissage d'une intelligence artificielle. On montre de la donnée, elle apprend, on la corrige, elle mémorise pour qu'au final, elle puisse nous sortir un résultat face à une requête, en intelligence artificielle on appelle ça, face à un prompt. Alors, cette conférence, c'est une introduction à une journée de formation qu'on va être amené à faire ensemble. Et cette formation va être faite sur ChatGPT. ChatGPT, comment ça fonctionne? C'est un petit peu sur votre téléphone, sur votre iPhone, vous allez commencer à écrire un mot et le correcteur automatique, déjà, va vous proposer une correction, mais va aussi vous proposer le mot suivant. Il va vous proposer le mot suivant parce qu'il estime qu'il y a un taux de probabilité que derrière ce mot soit ce mot. Bien sûr, c'est comme ça que fonctionne ChatGPT. Par contre, avec un volume de paramètres beaucoup plus important, 1000 milliards pour GPT-4, c'est-à-dire la formule la plus avancée qu'on ait aujourd'hui entre nos mains. J'en profite pour vous montrer ce qu'est Midjourney. Midjourney, c'est quoi? C'est le cousin de ChatGPT. Il est arrivé à peu près au même moment sur le marché. C'est l'outil qui vous permet de fabriquer des images, de générer des images. Comment il fonctionne? Il fonctionne sur le fait qu'on lui a montré énormément de photos de lions. On lui a indiqué que c'était un lion. Et maintenant, quand on lui dit « fais une image de lion », il fait une image de lion. Comme un enfant. Dessine-moi ce lion, parce que tu sais maintenant à quoi ressemble un lion. Selon toutes mes observations, à ce jour, l'IA ne remplace pas. Ne remplace quasiment rien. Parce que l'IA a toujours besoin, au fond, l'IA c'est un outil. Elle a besoin toujours d'un opérateur, d'un déclencheur, d'un porteur de projet, de quelqu'un qui a une idée, qui demande de faire ça, de quelqu'un qui appuie sur le bouton. Depuis que l'IA est entre nos mains, il n'y a rien qui s'est fait sans le fait que je me lève un matin et que j'appuie sur un bouton. Et surtout, ce que j'observe, c'est que pour l'instant, en tout cas, elle ne remplace pas l'expertise. Parce que l'expertise, c'est quoi? C'est le détail. Quand vous faites un métier depuis longtemps, vous savez des choses que l'IA, par son mode d'apprentissage, un grand volume de données, sur cette base de grand volume de données, un taux de probabilité que la bonne réponse soit cette réponse. Lorsqu'on est un expert, c'est dans le détail qu'on démontre son expertise. On a vu quelque chose au cours de notre vie, un petit détail. C'est ce qui fait qu'on est meilleur que la moyenne. L'information que nous, on a, c'est pas l'information que 99,9% des gens ont en regardant Internet. L'IA ne remplace pas l'expert. Je suis cofondateur, dirigeant d'une agence de marketing digital. En marketing digital, évidemment, on utilise des outils d'analyse. Qu'est-ce qui se passe sur un site web? Pour ensuite déterminer qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça marche mieux. Ça, c'est Google Analytics. C'est un outil qui pourrait nous donner, franchement, n'importe quelle réponse. Le problème de Google Analytics, c'est que si on ne sait pas quoi lui poser comme question, on n'obtient pas de réponse. Je mets n'importe qui sur cet outil, s'il n'est pas expert, il n'a aucune réponse, alors que toute l'information est là. Si on ne sait pas chercher, on ne sait pas trouver. Si on ne sait pas quoi demander à une IA, on n'obtient rien d'une IA.
Intelligence, qui provient du latin intelligentsia, dérivé d'intelligere, signifie choisir entre. En gros, ça veut dire l'intelligence. Alors, il n'y a pas de consensus sur ce qu'est vraiment l'intelligence, mais en tout cas, de ce point de vue-là, je trouve que l'argumentation est vraiment efficace parce que être intelligent, c'est aussi arbitrer, choisir. Vous prenez quelqu'un qui n'est pas graphiste. Vous lui faites générer des images par l'IA. Quelqu'un qui n'est pas graphiste n'a pas de notion, elle va avoir ses propres goûts bien sûr, mais elle va être en incapacité de choisir quelle est la meilleure image, quelle est la belle image, quelle est la bonne image. Encore une fois, pour choisir la bonne image, il faut être un expert. L'IA propose, mais l'arbitrage final, c'est toujours l'humain. Et au fond, par rapport à cette première question qui est « est-ce que l'IA va nous remplacer ?» Au fond, est-ce qu'il y a vraiment une compétition avec l'IA? Prenez cet exemple. Prenez 2 artistes. Je les ai pris au hasard. Est-ce qu'on peut dire « oh tiens, Michael Jackson est meilleur que Elvis Presley ?» Non. Peut-être sur le jet de guitare, un va être plus ou moins technique. Mais est-ce qu'on fait des arbitrages en fonction de caractéristiques de ce type? C'est tout. Il y a des gens qui vont aimer Michael Jackson, il y a des gens qui vont aimer Elvis Presley, mais il n'y en a pas un meilleur que l'autre. De ce fait, est-ce que comparer l'humain à la machine, ça a du sens? Parce qu'à la fin, on pourrait comparer les machines entre elles, on pourrait comparer les humains entre eux. Prenez un autre exemple. Des gens ici sont mariés? Bon, est-ce que vous avez choisi votre mari ou est-ce que vous restez avec? Parce que statistiquement, comme dans FIFA, il remplit les curseurs, il a 4,7 sur 12 et ainsi de suite. Non. Comment? Non, on ne choisit pas par rapport à des critères mathématiques. Il y a une forme de magie. On aime cette personne parce qu'elle est ce qu'elle est. Sa singularité. Ce que j'observe, parce que derrière la question va-t-elle nous remplacer, c'est et si l'IA fait tout, y a-t-il encore du travail? Il y a ça aussi. Sur ce que j'observe et ce qu'on observe globalement, c'est que l'IA génère plus de travail. Première chose, derrière l'IA, elle se cache l'hyperproductivité. Faire quelque chose beaucoup plus vite. Quand on fait beaucoup plus vite, je prends cet exemple-là parce que je l'ai vécu au sein de l'agence. Lorsqu'on est en capacité de répondre, de manière qualitative bien sûr, à plus d'emails commerciaux, de demandes de devis par exemple, on répond plus vite, on en transmet plus à la journée, finalement, on a plus de contrats signés, on a plus de travail. D'ailleurs, ça, la notion de rapidité, de fluidité, on s'en rend compte sur ce type d'application, Uber Eats. Tellement facile de cliquer, d'avoir un taxi, qu'en fait, on en consomme plus. Plus c'est rapide, plus c'est fluide, plus c'est accessible, moins c'est prise de tête, plus on consomme. Les automatisations génèrent plus de travail. De manière très mathématique, imaginons que, je sais pas, vous fabriquiez des tables, que normalement, sans l'automatisation, sans l'IA, c'était une table par jour à 1 000 €. Qu'avec l'IA, c'est 5 tables par jour, 5 000 €. Le fait d'être plus productif, d'être plus rapide, nous permet de générer plus d'argent, tout simplement. Une autre chose, attaquer des niches non rentables. Prenez dans mon métier. Prenez cet exemple spécifique. Imaginons qu'il y ait cette requête tapée dans Google. Que cette requête, on va imaginer son volume mensuel de requêtes tapées par mois, on estime qu'elle peut nous générer, disons, 3 ventes de paires de chaussettes à 2 €, 6 €. Mais que pour être tout en haut de Google, on va parler de référencement naturel par exemple, pour être tout en haut de Google, il va falloir travailler 12 heures. Avant
l'IA. Jamais je me permettrai de travailler 12 heures pour quelque chose qui va me rapporter 6 euros par mois. Une niche comme ça, on se dit, oh non, pas rentable. Imaginez, vous compressiez ça en 20 minutes. Ah, bah là, 20 minutes pour aller générer 6 euros par mois, peut-être que c'est intéressant. Avant l'extrême automatisation, personne n'aurait travaillé sur ces sujets. Avec l'extrême automatisation, bah ça ouvre des segments de marché extrêmement petits sur lesquels on pourrait opérer. L'automatisation, ça permet aussi de se concentrer sur les aspects plus stratégiques. Je vous ai mis cette illustration-là parce que, si vous voulez, dans le milieu du DJing, il y a eu un avant et un après ce petit bouton. Avant ce bouton, le métier d'un DJ, en tout cas un DJ, se considérait comme étant expert dans sa thématique parce que son travail, c'était de caler deux sons ensemble. Lorsque ce bouton est arrivé, tu cliques, ça se cale. Tout le monde s'est dit, c'est pas possible, je vais perdre mon emploi. Et en fait, non. Parce que derrière un DJ, c'est pas ça qui fait le cœur, qui fait l'expertise du DJ, c'est pas le calage, c'est de lire la piste. Lorsqu'on a un bon DJ, on se rend compte que quand on met tel type de son, des gens s'en vont de la piste de danse. Lorsqu'on met ce type de son, des gens reviennent sur la piste de danse. Le fait d'avoir fait sauter un espace de cerveau, une intention sur le calage de disque, où c'est devenu une commodité, on se concentre pleinement à ce qui est finalement stratégique. Et dans n'importe quel métier, vous avez une couche d'exécution, cliquez sur des boutons, mais vous avez surtout une couche de stratégie. Sur l'aspect bonheur au travail, qui a un impact sur la productivité, je vous ai mis une photo d'un exosquelette. Bon, un exosquelette, ça permet quoi? Lever des charges lourdes. C'est chiant. Bah là, on peut le faire beaucoup plus facilement. Ça veut dire que dès qu'on a un outil qui nous permet de travailler plus facilement, de manière plus agréable, globalement, on est plus heureux. Peut-être globalement, on travaille mieux. Le fait de gagner 2 heures par jour, parce qu'on est plus productif, grâce à l'IA, peut-être 2 heures ou un peu plus détente. Peut-être qu'on réfléchit mieux quand on est plus détendu. Ce que j'ai observé, c'est aussi, et effectivement, un saut qualitatif majeur. Parce que, vous voyez, on a tous parfois des bonnes idées, des projets, on se dit tiens, je vois ça comme ça. Puis finalement, quand on met ça au vrai temps qui est disponible dans notre travail, bon, on voit les choses à la baisse. Travailler 10 fois plus, c'est avoir une capacité de faire 10 fois mieux. Prenez dans mon métier, quand on fait du référencement naturel, on fabrique des pages de contenu, texte. Avant ChatGPT, c'était un vrai boom dans ce métier. Si on avait 1h30 pour fabriquer un article de blog, on se concentrait cette 1h30 à fabriquer le contenu. Et depuis qu'on a gagné peut-être 4, 5, 6 fois de temps de travail, c'est pas qu'on a gagné plus d'argent. C'est que maintenant, on ne fait plus que du texte. On fabrique les images, potentiellement on fabrique des vidéos. On rend des simples articles de blog, on les rend beaucoup plus beaux, beaucoup plus robustes, beaucoup plus profonds. On fait beaucoup mieux pour le même temps, c'est-à-dire pour le même argent. Et là, dans la globalité du marché, il y a un vrai saut qualitatif. La compétition n'est pas à celui qui va faire le meilleur article. La compétition est celui qui va faire le meilleur article dans tous ses aspects multimodaux. Le rich content. Comme dans mon exemple, on a souvent des grandes idées. On voit ça grand, on voit ça beau, et au final, on fait un truc un peu basique parce qu'on est pris par le temps. Le temps est une contrainte pour faire des trucs énormes, magnifiques, gigantesques, à la hauteur de nos idées. Mais il n'y a pas que ça, le budget. Fabriquer une grande scène de film, j'ai besoin de combien de millions de dollars, normalement. Avec l'IA, les futures IA qui vont arriver, peut-être que c'est simplement un clic droit. Ça veut dire que de l'idée à l'exécution d'un truc extraordinaire, il n'y a plus qu'un clic. Je ne suis plus limité par le budget.
Puis les compétences, bien sûr. Lorsqu'il fallait savoir faire de la 3D, lorsqu'il fallait savoir coder, je ne pouvais pas, tout simplement. J'avais une grande idée, je ne pouvais pas l'exécuter. Avec l'IA, c'est déjà possible, et ce le sera d'autant plus par la suite. Alors, on va faire un petit jeu, parce que, vous vous rappelez ce que je vous ai dit, ChatGPT, on va se concentrer davantage là-dessus. ChatGPT fonctionne par taux de probabilité. Donc là, on va prendre la première phrase. Tout le monde en cœur, bien sûr, on doit répondre. Un chien à 4. Sauf que, si je change le contexte, si je change un paramètre, je vous ai parlé de 1000 milliards de paramètres. Je vais changer un paramètre. Dans sa gamelle, un chien à 4. Okay. On est d'accord. Vous fonctionnez comme ChatGPT. Si vous êtes dans le désert, donc là on va changer de lieu. Si vous êtes dans le désert, après la phrase « j'ai vraiment besoin de », on est d'accord. Et si vous êtes au pôle Nord, après la phrase « j'ai vraiment besoin de », exactement, chauffage, chaud, chaleur. T'es charcutier, tu dois couper ou la viande. Mais si t'es électricien, tu dois couper. On est d'accord. Tu es parent, ton enfant a un sac, tu dois l'emmener à... Tu es parent, ton enfant a une carie, tu dois l'emmener chez... ChatGPT. Parce que là, je vous ai introduit à la notion de prompt. Un prompt, avec un logiciel d'intelligence artificielle, c'est une commande. Finalement, c'est un SMS. Prompter, ça veut dire... un peu comme ce qu'on a fait juste avant, tenter d'indiquer sur quel chemin, sur quel horizon de connaissance. Bref, lui donner une structure, lui donner des limites, lui donner un cadre pour que son résultat, pour que sa réponse soit la plus optimale, la plus attendue de votre part possible. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on prompt, dans ChatGPT, mais aussi dans Midjourney, mais aussi dans n'importe quel type d'outil d'IA génératif, on lui indique qui il est. Je vous ai montré un électricien, un charcutier, ça ne va pas répondre la même chose. Ça ne va pas nous fournir le même résultat. On dit souvent ça. On commence un prompt en disant « Tu es un ingénieur dans tel domaine. Tu es expert dans tel domaine. Tu es professeur. » Ainsi de suite. On va aussi lui demander quel niveau d'expertise, quel niveau de type de réponse. On peut lui dire, comme dans l'exemple ici, « Ça fait 30 ans que tu travailles, je ne sais pas, dans la biologie. Tu es un expert en biologie. » Mais à contrario, et je le fais souvent, on prend un contenu très complexe, on lui donne, on lui dit « Explique-moi comme si j'avais 5 ans. » Et c'est extraordinaire la manière dont il change son champ lexical pour effectivement me faire comprendre très simplement quelque chose de très complexe. Bien définir sa mission. Et je vous ai mis cet exemple. Bon, bien sûr, le prompt, plus il est segmenté, plus il est fin, plus la réponse obtenue est fine. Je vous ai mis ça ici. En marketing digital, quand on vend un service ou un produit, par exemple, prenons un cas publicitaire, on va attirer du trafic sur une page. Et au sein de cette page, bien sûr, on lui donne de l'information, du texte, des images. Bref, on essaye de convaincre le visiteur de convertir. Quand je travaille pour la France, j'ai un champ lexical. On a une culture ici qui nous permet de réagir plus ou moins bien face à un mot, face à une image, face à une démarche. Mais pour quelqu'un qui habite en Suisse, je ne vais pas aussi bien performer. On le voit. Je vais faire 9% en France sur la même landing page, je vais faire 4% en Suisse. J'y ai parlé comme un Français. Si je lui demande à mon ChatGPT d'être suisse, potentiellement, il va m'indiquer quels sont ces petits détails qui font la différence. Comme je l'ai dit, imaginez-vous, quand on construit le prompt, on essaie de lui indiquer « va dans tel chemin, va dans telle bulle de probabilité ». Un peu comme si vous me posiez une question, j'avais une grande bibliothèque, parlez, oh là, tu parles de sidérurgie, bon, je vais aller, sidérurgie, c'est là, ok. Et ainsi de suite, plus j'aurai de détails, plus j'aurai la page, plus j'aurai la ligne, plus j'aurai le mot.
Ok, donc ça n'est pas exhaustif. L'idée de la formation, c'est d'être un petit peu plus exhaustif et peut-être coller un peu plus à votre métier. On va avoir 12 usages avec ChatGPT. Avant ça, créé la boîte, ma société elle a 14 ans. J'avais visité Google à l'époque, en 2014. Déjà à l'époque, pas de manière très poussée, mais on parlait déjà d'intelligence artificielle. Alors nous, je pense comme dans n'importe quelle société de marketing digital, l'intelligence artificielle, ça fait très longtemps qu'on la manipule. Rien que là-dessus, sur les plateformes publicitaires. La publicité moderne, c'est quoi? Donc, on va prendre une publicité très simple. Google Ads. Google Ads, c'est extrêmement simple. Quelqu'un tape un mot-clé, qui sont chaussettes. Je m'affiche devant ce mot, la personne clique, la personne arrive sur une page, elle commande ou elle transforme, elle remplit un formulaire. La publicité un peu plus complexe, ça va ressembler plutôt à la publicité Facebook. On se le fait à la mode à l'ancienne. Je pense que les gens qui vont acheter mes chaussettes sont des femmes de 35 à 40 ans, habitant dans le 92. Bref, il y a un certain nombre de critères de ce type. Pub à l'ancienne. La publicité moderne, ça n'est pas ça. La publicité moderne, c'est transmettre les aspects comportementaux, ce que font les gens sur notre site, aux différentes plateformes, pour que ces plateformes touchent les bons utilisateurs, ceux qui ont le plus haut taux de probabilité de convertir. Si j'indique à Facebook, regarde tous les gens que j'amène par Google Ads. Et ces gens-là, ceux qui transforment, ceux qui achètent, ceux qui convertissent. Que j'envoie ça à Facebook. Je dis, je veux des gens similaires. J'en veux d'autres. Il va tenter de toucher une bulle d'audience correspondant à l'ensemble des critères des gens qui sont allés sur mon site et qui ont converti. Le fait d'envoyer la donnée aux différentes plateformes, en fait, qu'est-ce que je fais? Je fais de l'apprentissage automatique. J'envoie tout un lot de données qui passe dans un réseau de neurones, l'algorithme, et puis je vais lui donner une mission, un prompt, et je vais lui demander d'aller me toucher les bonnes cibles. Il va être motivé à la conversion. Je vais lui demander, je veux que des gens qui convertissent. Et constamment, un flux de données est envoyé. Ce bébé, cet enfant, avec lequel j'alimente de l'information, apprend. Et s'il convertit, bonne réponse. S'il ne convertit pas, mauvaise réponse. Constamment, la publicité moderne, c'est dresser les algorithmes, c'est envoyer de la donnée. C'est finalement comme ma fille avec mes livres d'animaux. Autre application, je vous parle de ChatGPT. ChatGPT, on va le voir après l'interface, mais c'est un chat. Un SMS, quoi. Je demande un truc, il me répond. Ça, c'est la version utilisateur finale de ChatGPT. D'ailleurs, ChatGPT, vous le savez, il y a OpenAI. OpenAI propose une version API, c'est-à-dire une capacité de communiquer avec un autre outil. Pour ce projet Coverin, mes clients, on a fait ça. C'est-à-dire, pour ce site, l'objectif, donc c'est courtier en assurance. Donc des courtiers en assurance, on voulait faire des pages qui montent dans Google, qui rankent bien dans Google, pour que c'est avec la requête courtier dans telle ville. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 1000 villes de plus de 10 000 habitants. D'accord? Bon, pour ranker sur une page comme ça, c'est-à-dire un service plus une ville, il vous faut deux choses. Globalement, il vous faut répondre à la plupart des questionnements qu'on peut avoir lorsqu'on tape la requête courtier dans cette ville. Et donc, il nous faut deux choses. Il nous faut de la donnée qualitative, c'est-à-dire si je tape courtier à Lille, quel type de données je pourrais avoir besoin pour bien choisir mon courtier à Lille? Ça peut être l'adresse de la CPAM, ça peut être des taux de, des taux de remboursement, bref, un certain nombre de données un peu qualitatives et croisées avec mon lieu. Puis, il me faut la liste des courtiers. Produire une page comme ça à la main, bien entraînée, bien organisée, une demi-journée. Avec l'IA, on a créé un système qui va chercher dans Société Info
Les courtiers l'envoient à l'API d'OpenAI, lui donnent les données que vous pouvez trouver dans société.com et tout, le nom, l'adresse, capital social. On envoie tout ça à l'IA. L'IA nous génère une mini description et nous réinjecte la liste des plus, je crois qu'il y en a 15 000. 15 000 boîtes au sein du site. Les lots de données ont été envoyés dans un tableau CSV, poussés à l'API, et pareil, nous a fabriqué les pages. Donc ça, c'est un haut degré d'automatisation. Encore une fois, l'IA n'a pas tout fait tout seul. Il fallait un opérateur, un guide, un conducteur, un pilote dans l'avion. Par contre, l'IA a fait un effet de levier majeur. Bien sûr, l'évidence, production de contenu pour le référencement, pour les réseaux sociaux, pour de la vidéo, bref, tout type de création de contenu dans une boîte comme la nôtre, c'est une évidence. Alors voilà, ça c'est l'interface ChatGPT. Voilà, que je vous ai dit, un chat quoi. Je rentre un petit message ici, je lui pose une question et il me répond. Alors, on rentre maintenant dans qu'est-ce qu'on peut faire avec. Résumer un contenu. Bon, ce que je fais souvent, c'est un contenu est très long. Je le prends, je le copie, je le colle, résume-moi en point clé. Permet en fait, non pas d'aller chercher les petits détails qui font que le document est intéressant, mais c'est juste, ok, je vais accélérer mon temps d'analyse pour voir est-ce que ce document va répondre à ma question avant même que je le lise. Liste, ok. Potentiellement. Et ensuite, je peux aller lire. Je l'utilise très souvent, vous allez prendre une vidéo YouTube qui dure 1h30. Vous dites, c'est sûrement ça que je cherche. Vous allez chercher la transcription, qui est horrible, qui est imbuvable, qui est illisible. Vous la prenez, vous la collez, vous lui demandez, synthétise. Tac. Vous pouvez même, si vous l'avez, lui demander à quelle minute cette information se trouve. Vous y allez, vous allez gagner votre vie. Manipuler un contenu. Bon, comme je vous l'ai dit, résume-moi par liste de points clés. L'enrichissement du contenu. Création de prompt mid-journée. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un outil qui s'appelle mid-journée. Vous rentrez un prompt, il vous génère des images. Mais un prompt mid-journée, il faut bien le faire aussi. C'est comme ChatGPT, il faut lui donner des bornes. Eh bien, vous pouvez demander, pour rentrer un document dans ChatGPT, ou une simple commande, fabrique-moi un prompt pour le coller dans mid-journée. Vous pouvez coller la doc technique de mid-journée dedans, pour qu'ils comprennent bien comment mid-journée fonctionne. Je te donne la doc technique, je te dis ce que je veux en langage naturel. Entrée, génère-moi un prompt. Tutoiement en vouvoiement, très utile. Fabriquer un contenu en tutoiement, mets-le-moi en vouvoiement, tout simplement. Manipuler un contenu. Traduire du contenu, évidemment. Je colle le français, je demande l'anglais, je demande le chinois, extrêmement fort pour faire ça. Très rapide. Corriger un document. Ça, je l'utilise énormément. Toute cette conf a été passée en ChatGPT pour corriger mes fautes d'orthographe. Je suis un cancre. Je suis tellement un cancre que j'avais peur de tout ce que j'envoie comme texte. Est-ce que tu es sûr, Guillaume, qu'il n'y a pas une petite faute qui traîne que tu n'as encore pas vue? C'est mon meilleur ami. Je le mets sur le côté toute la journée. H24, on l'utilise. Nous 5 dans la boîte, on l'utilise tout le temps. Je fais un petit texte comme ça, vite fait, à l'arrache. Entrée, corrige-moi, merci, copier-coller. Ça va très vite. Corriger la syntaxe et ainsi de suite. Formater en HTML. Il y a quelqu'un qui fait un peu de web ici? Qui met des pages? Personne? Bon. Vous fabriquez un contenu, forme de texte. Copier, coller, formate-le-moi en HTML. Prenez le code, copier, coller dans son site, entrée, boum, la page est faite. Ok. Pas évidemment des mises en page complexes, mais dans un article de blog, pas complexe. H2, paragraphe, liste à puces, paragraphe. Il vous fabrique le code. Bon, ça, c'est pas compliqué le HTML. C'est pas une question que ce soit compliqué là. C'est une question que j'ai gagné une demi-heure. Formater en tableau de données, très très utile. Prenez un document, texte, dans lequel il y a des statistiques, de l'information à valeur ajoutée. Et vous devez le mettre dans un CSV, un Excel, un Google Sheets. Vous prenez le donné, vous le collez,
Vous lui indiquez en langage naturel, j'aimerais bien une colonne qui dit ça, une colonne qui dit ça, voire même, souvent, il trouve, avant même que vous lui disiez, il a compris ce que vous vouliez faire, et puis il vous génère un tableau. Ce tableau, vous le copiez, vous le collez dans Excel. Gain de temps énorme. Pointez un élément spécifique. Prenez un document long, complexe, que vous comprenez, parce que c'est votre métier. Copiez, collez. Et là, je te pose une question spécifique. Un petit peu comme c'est le commande F, pomme F. Faites pomme F, tapez un mot. Il va vous pointer ce mot en surbrillance au sein du document. Ça, c'est une sorte de pomme F, cette fonctionnalité-là, enfin cet usage-là. Tu es en train d'un grand document, je te pose une question spécifique, et lui, il va directement pointer l'endroit, puis bien sûr, il va vous le synthétiser, puis il va vous le manipuler. Très efficace. Brainstormer. Alors, ce que je reproche le plus, mais en même temps, c'est plutôt agréable à voir, c'est que par son mode d'apprentissage, je trouve que ChatGPT n'est pas un expert. Celui-là, il est très consensuel, quoi. Il a vu sur l'ensemble d'Internet que cette réponse face à votre question avait un taux de probabilité d'être la meilleure, mais il ne sort pas des sentiers battus. Alors, c'est dur de le faire sortir des sentiers battus. Il n'a pas cette petite... C'est rare, on y arrive parfois à force de répétition. C'est rare d'avoir la bonne petite réponse qui sort. N'empêche que, par son aspect overview universel, brainstormer avec lui, c'est bon. Il nous permet de ne pas oublier des détails. On lui dit, je suis en train de travailler sur un projet. Voilà les détails du projet. J'ai pensé à ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'ai oublié des trucs. Et parfois, il sort le... Je dis, c'est pas comme ça. Ok. Stratégie. Déjà, on peut même pas lui indiquer quoi que ce soit. Je veux faire ça. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu ferais? Et c'est un brainstorm avec la machine. Liste d'idées, et ainsi de suite. Dans le milieu professionnel, bien sûr, et dans le milieu personnel. J'ai récemment fabriqué, ça j'utilise beaucoup. Je fabriquais un audit pour un casino Partouche. Là, il y a une semaine ou deux. Et voilà comment j'ai travaillé. J'ai un micro branché à mon ordinateur. Double-clic sur un bouton. Je parle. Je parle comme là. Et j'ai exposé la stratégie qu'on allait mettre en place pour Partouche. Faire ci, faire ça, faire attention à ci. Comme ça, dans mon monde, j'ai parlé. Évidemment, le contenu, à la fin, il est très déstructuré, il est très langue parlée, il manque des détails, il manque de la segmentation, de la structure. Mais n'empêche que le contenu, l'intelligence, je lui ai fourni, comme ça, à l'oral. Très facile. J'ai fait entrer. Je lui ai demandé de me structurer. Bref, je l'ai travaillé, ce contenu. Fais-moi les fautes, crée-le-moi bien, fais-moi des listes à puces, trouve-moi des allégories permettant de mieux expliquer ça. Propose-moi des images pour illustrer tel propos. Quel pourrait être le scénario pour expliquer ce point sous forme de vidéo? Bref, travailler en vocal, travailler de façon naturelle et lui demander de faire le boulot d'exécution, de mise au propre, de brainstorm, bref. L'analyse de données, je vous ai parlé tout à l'heure de donner un document texte en vrac et lui demander de formater un tableau. C'est là où il est très fort aussi. Faut pas qu'il soit très gros. C'est la limite, c'est l'une des limites de l'intelligence artificielle. Sa mémoire n'est pas illimitée. Elle grandit, mais elle n'est pas illimitée. Ça veut dire, si vous lui dites quelque chose maintenant, que vous travaillez dessus, pendant 1h30 par exemple, et vous lui dites, qu'est-ce que je t'ai dit au début de cette conversation? On s'en souvient pas. On a atteint sa taille limite de mémoire. C'est ce qui fait que dans l'analyse de tableau, il y a beaucoup de données. Ce qui fait qu'il peut perdre un petit peu les pédales. Mais sur du tableau de taille raisonnable, copier tableau de données d'Excel, coller à l'intérieur, vous lui demandez de reformater telle colonne, de changer l'ordre, poser une question, un insight, il vous répond. Analyser des candidatures, vous pourriez très bien, alors soit sous forme d'API, soit sous forme modèle classique, vous lui donnez un CV, vous donnez le CV, bien sûr vous le pré-promptez, c'est-à-dire
Vous lui dites, pour moi, un bon candidat, au sein d'un CV, devrait répondre à tel critère. Une fois que vous avez fait ce pré-prompt, on verra dans la formation comment on peut utiliser les deux modes. Vous lui donnez soit copier-coller le contenu, soit vous pouvez directement uploader une image, en PDF. Vous lui injectez, vous lui dites, quel est le taux de probabilité que cette candidature soit une bonne candidature? Il va faire le job que vous lui demandez. Organiser, ça, c'est un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure. Je m'apprête à planifier tel événement. Fais-moi la checklist de tout ce que je dois vérifier. Vous pouvez même un programme. Je vais aller tourner une vidéo. Je vais aller faire une conférence sur l'IA. Fais-moi la liste du matériel à ne surtout pas oublier pour que Hugo puisse me filmer pour mettre sur YouTube. Il check. Échéancier de projet, rétro-planning, et ainsi de suite. Et enfin, coder. Coder. Parce que depuis le début, cette mini-conférence, on parle d'hyper-productivité, d'automatisation, évidemment, dès qu'il y a l'IA qui arrive, on parle d'hyper-automatisation. Et l'hyper-automatisation, c'est du code. L'IA, c'est un outil formidable pour interagir avec, pour automatiser des actions spécifiques. Problème, qui est dev ici? Personne n'est dev. Et donc, comme personne n'est dev, et que l'ultra-automatisation, avec tous les avantages que je vous ai listés aujourd'hui, sans code, c'est bien, vous allez voir dans la formation, on va pouvoir travailler. Mais vous allez avoir un certain nombre d'idées qui vont émerger dans les prochaines années où vous allez dire « Ah, ça serait bien si je pouvais coder. » Et en fait, moi, je ne suis pas dev. J'ai les bases. Mais dans la team, c'est pas moi le dev. Je ne sais pas dev. Je comprends rien. Il m'a permis d'être dev. Il m'a fait faire des trucs de fou. Parce que je lui ai juste dit « Écoute, je voudrais faire ça. Il n'y aurait pas un code? Oui. Tu peux me le donner? Ouais. Merci, je comprends rien. Copier, coller, entrer. Marche pas. Je lui dis, ça marche pas. Ah, est-ce que tu as un message d'erreur? Oui, tel message d'erreur. Ah, ça vient de ça. Ok, copier, il me redonne un code. Copier, coller, entrer. Oh, ça marche. Je l'ai fait pour, par exemple, Google Apps Script. Au sein de la boîte, vous utilisez Google Sheets ou que du Excel? Que du Excel? Bon, alors, Excel, je sais pas. Il y a une capacité, on peut lui donner des scripts à Excel? Mais on peut lui donner, voilà, on peut scripter. On peut lui donner du code. Bon, donc j'imagine que c'est un peu le même truc. Je lui ai dit, alors qu'est-ce que j'étais en train de faire? Bon, en gros, j'avais un tableau assez important avec des données, des variables. Il fallait que je fasse la même chose pour 1000 villes. Je crois que c'est sur un projet similaire à ça. Bon, très honnêtement, à la main, c'était pas si long, hein, c'était peut-être 5 minutes, sauf que fois 1000, c'est 5000 minutes. Infaisable. J'ai dit, tu peux pas. Et donc, moi, j'ai pas les connaissances nécessaires pour faire des macros si complexes. Il fallait dans le tableau récupérer la donnée là, aller dans la deuxième feuille. Bref, si je le voyais bien, je lui ai dit, écoute, je suis en train de faire ça à la main. Étape 1, je fais ça. Étape 2, je fais ça. Étape 3, je fais ça. Il y a moyen d'automatiser? Oui, avec Google Apps Script. C'est Google. Ok, fais-moi le code. Et comment je fais? Tu vas là, clic droit, machin, tu colles, tu fais OK, boum. 5000 minutes. Parce que quand on est dev, on a ce genre d'avantage. Y compris dans la console. Pour du code plus complexe, je devais renommer 1000 images avec la variable du nom de la ville contenue dans un tableau. Mais comment faire ça? On s'en rend pas compte. Mais clic droit, changer le nom de la ville. Clic droit, changer le nom de la ville, pareil. 1 minute par image ou 30 secondes par image, fois 1000, 2 jours. Il m'a dit exactement ce que je devais faire au sein de mon Mac. Aller dans le moniteur, le truc de fou, coller. Et ça s'est exécuté. Voilà pour cette présentation. Merci.